Si vous suiviez la WWE en 2010, vous connaissez forcément ce bruit. Et si c'est pas le cas, pas d'inquiétude parce qu'on va le découvrir aujourd'hui ensemble avec une histoire très particulière et très étrange à la WWE. Parce que dans le catch, les figures d'autorité ont toujours été très importantes. Que ce soit les general managers qu'on a actuellement avec Nick Aldis et Adam Pearce qui ont des manières totalement différentes de gérer leurs shows respectifs, les divers personnages qui ont marqué les époques plus anciennes comme Eric Bischoff, Teddy Long et Vickie Guerrero, ou encore les formes plus importantes de pouvoir qui ont dirigé la WWE et ont mené la vie dure à des catcheurs comme Vince McMahon ou l'autorité, cette position est essentielle et elle permet très souvent de raconter des histoires très cool. Et justement, en juin 2009, alors que Vickie Guerrero est la manager générale de Raw après avoir laissé son poste à Teddy Long du côté de SmackDown, elle décide d'abandonner également son poste dans le show rouge après avoir été trop souvent moquée et humiliée par les fans. Ce moment va mener à un grand bouleversement à la WWE puisque l'entreprise n'aura pas de general manager fixe avant de nombreux mois, étant donné que chaque semaine, c'est une personnalité différente qui viendra endosser ce rôle pour lancer la période des guest hosts du côté du show rouge. Pendant cette période, on voit donc des stars de la télé américaine, des légendes de la WWE et différents sportifs endosser le rôle de dirigeant du show. Mais enfin, le 24 mai 2010, c'est l'ancien catcheur Bret Hart qui devient general manager à plein temps, dans une période extrêmement instable. Et justement, cette période instable au niveau des dirigeants de Raw nous mène enfin à l'épisode du 21 juin 2010, où après avoir retiré à Bret Hart le rôle de general manager, Vince McMahon annonce que le nouveau dirigeant a déjà été choisi, mais qu'il préfère rester anonyme et qu'il communiquera donc uniquement au travers d'un ordinateur. C'est donc comme ça que commence une histoire absolument lunaire qui a pourtant marqué beaucoup de fans et sur laquelle j'ai beaucoup de détails à vous donner que personnellement je connaissais même pas. Et donc, il est l'heure de revenir ensemble sur l'histoire très intrigante du general manager anonyme de Monday Night Raw. Alors, vous vous en doutez, on va pas parler de chacune des apparitions du general manager anonyme, parce qu'en soi, il était là à chaque show et il s'exprimait parfois sur des sujets qui en vrai ont très peu d'importance. Du coup, au lieu de revenir show par show sur tous les mails du general manager anonyme, on va plutôt regarder l'histoire dans son ensemble. On va voir comment la WWE a raconté tout ça avec certains des moments les plus marquants, et on va surtout finir par parler de la manière dont cette histoire s'est terminée avec la révélation de l'identité de cette personne, et surtout le projet qui a été abandonné par la WWE. Mais c'est pas tout, parce que en faisant mes recherches, j'ai aussi découvert une histoire complète que la WWE avait demandé à un des auteurs du mode Road to WrestleMania sur les jeux SmackDown vs Raw, une histoire inédite qui à ma connaissance est extrêmement peu connue et que je finirai par vous raconter à la fin de cette vidéo. Mais évidemment, avant d'en arriver là, il faut revenir au commencement de cette histoire, et on va donc parler des débuts de ce fameux GM anonyme. Immédiatement après l'annonce de Vince McMahon, le general manager va envoyer son premier mail avec ce fameux bruit qui va marquer toute cette période. Et il prend alors sa première décision majeure. Il décide d'embaucher officiellement les catcheurs de NXT qui ont attaqué John Cena et le personnel de la WWE 2 semaines plus tôt, et qui ont réitéré leur attaque lors de Fatal 4-Way pour permettre à Sheamus de devenir champion du monde. Alors, à l'époque, ce groupe n'a pas encore de nom, mais vous vous doutez bien qu'on parle de Nexus, qui vient à peine de faire ses débuts, et avec cette annonce, on peut imaginer que le general manager anonyme est un heel, c'est-à-dire une personnalité méchante que les fans ne vont vraiment pas apprécier. Et pourtant, c'est là que tient toute la particularité de ce personnage. En soi, il n'est pas totalement dans un rôle de méchant. Quelques instants après, il offre à John Cena une revanche pour le titre de champion, ce que les fans applaudissent naturellement, et même s'il impose que Vince soit l'arbitre spécial de ce combat, le general manager semble prendre des décisions qu'il juge cohérentes, sans réellement se soucier de l'avis du public. Ce nouveau personnage vient donc de faire ses débuts à la WWE, et si ce soir-là il ne communique qu'au travers d'un ordinateur installé sur la table des commentateurs, il va être largement plus mis en avant dès la semaine suivante, puisque l'entreprise installe un pupitre aux abords du ring, sur lequel repose l'ordinateur du GM anonyme, qui peut alors envoyer ses instructions tout au long de la soirée. Les instructions en question, justement, elles vont toujours être lues par Michael Cole, qui à l'époque est un commentateur plutôt heel, même s'il n'est pas encore à fond dans son personnage, mais c'est justement cette époque qui va lui permettre de réellement exploser et de créer une immense haine des fans envers lui. En l'occurrence, dès la deuxième semaine d'existence de ce nouveau general manager, Michael Cole a déjà créé sa petite gimmick qui va pas lâcher pendant des mois, puisque à chaque fois qu'un message arrive, il annonce qu'il vient de recevoir un mail du GM anonyme, avant de commencer son discours en disant ces quelques mots qui vont tous nous marquer. And I quote. Et c'est marrant parce que ce petit rituel, il va très vite mettre les fans hors d'eux. Et en même temps, ça se comprend. Déjà, le principe du GM anonyme, il donne l'impression que le gars est heel, donc forcément les fans sont pas très contents de ses décisions. Mais en plus, Michael Cole est vraiment détestable. Non, c'est vrai, il prend à chaque fois le temps de dire que le mail vient du general manager, il perd 5 minutes pour se préparer à lire avant de lâcher sa catchphrase pour dire qu'il va citer des propos qui sont pas les siens. Je veux dire, on a compris, le pupitre il est là pour le general manager, il n'y a pas besoin de le rappeler à chaque fois.
Après, on est quand même obligé de reconnaître que ça marchait très bien, surtout pour la période dans laquelle on est, parce qu'en 2010, c'est clairement le prime du produit PG à la WWE, c'est-à-dire un produit vraiment orienté vers les plus jeunes, et ça se confirme avec ce segment que je me devais de mentionner, puisqu'après les décisions décevantes du general manager, John Cena commence par nous sortir ça. Bologna, fudge and mustard! My life is being ruined by the internet! Voilà, ok, mais en plus il dit à Michael Cole que le GM anonyme doit le contacter lui-même personnellement pour régler tout ça, avant de donner son adresse mail en hésitant un petit peu, puisqu'au final son adresse c'est la suivante, candypence564@gmail.com. Voilà, vous avez compris? En fait c'est drôle parce que John Cena c'est censé être un mec un petit peu sérieux et crédible, et là il a un email un peu goofy, c'est un mail de jeune, de gamin même, c'est super marrant. Ouais non, c'est de la merde. Bon, plus sérieusement, et pour revenir sur le sujet de la vidéo, le rôle du General Manager anonyme, il marche quand même très bien à ce moment-là. Et d'ailleurs, petit à petit, il semble changer de position et se range de plus en plus du côté des gentils, et notamment de John Cena, en sanctionnant les membres de Nexus. Et si de base Michael Cole était vraiment hué à chaque fois qu'il devait lire un mail, petit à petit tout ça se calme, et il devient simplement le porte-parole du GM anonyme. Sauf que tout ça, ça montre bien que la WWE n'avait pas d'idée précise de ce qu'elle voulait faire, et c'est d'ailleurs tout le problème de cette histoire. Ça fait maintenant quelques semaines que ce nouveau dirigeant est arrivé et il commence à teaser son identité en sortant des catchphrases de divers catcheurs, notamment Stone Cold lors du Raw du 5 juillet, ce qui va pousser les fans à sortir des chants What lors de ses prochaines apparitions. Parce que oui, le teaser en question, c'est presque un aveu total que le GM anonyme c'est Stone Cold, parce que vraiment il sort des catchphrases qui ne sont utilisées que par lui. Et forcément, les fans sont hyper contents. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, moi j'étais persuadé que c'était Stone Cold, et en même temps c'est hyper logique. Sauf que ça, la WWE s'en rend compte, que tout le monde est persuadé que le GM c'est Stone Cold, et donc elle décide de changer de direction. En fait, cette référence à Stone Cold ne sera pas la seule faite dans les mails, puisque semaine après semaine, le GM anonyme va adopter diverses catchphrases, notamment celle de DX lors du Raw du 26 juillet, ou encore celle de Vince McMahon au mois de septembre, en insistant vraiment sur cette possibilité, en disant quelques temps plus tôt qu'il déteste Bret Hart. Avec tout ça, c'est juste impossible de savoir qui est réellement le General Manager. Est-ce que c'est une personne qui tente de se faire passer pour diverses personnalités de la WWE? Est-ce que sans qu'on le sache, on est revenu à la période des guest hosts avec un GM anonyme qui change chaque semaine, d'où les informations contradictoires d'une semaine sur l'autre? Ou bien est-ce que réellement une de ces personnes se cache derrière ces emails? Bref, on se retrouve à l'époque avec énormément de questions, mais malheureusement avec aucune réponse. Et pourtant, la WWE veut vraiment nous faire croire qu'on va finir par découvrir l'identité de cette personne. Alors que le General Manager mène la vie dure à Edge et Jericho, ce dernier promet qu'il va le traquer pour révéler son identité, et je me rappelle qu'à l'époque j'étais convaincu que tôt ou tard on arriverait à découvrir qui envoyait ces mails. Et d'ailleurs, ça aurait été juste logique. Ça fait maintenant 3 mois que ce concept a été introduit, il a permis à Michael Cole de vraiment se faire détester des fans, parce que son high quote là il était insupportable, et puisqu'en plus le General Manager anonyme alterne entre décisions qui favorisent des faces comme John Cena et d'autres qui favorisent des heels comme la Nexus, on avait vraiment hâte de savoir qui se cachait derrière tout ça. En plus, avec Jericho qui se met en tête de trouver qui est le GM anonyme, on a pas mal de pistes, puisqu'alors qu'il mentionne No Chance in Hell dans un mail en référence à Vince McMahon, Jericho annonce qu'il ne croit absolument pas une seconde à cette théorie, puisque Vince lui aurait le courage de prendre de telles décisions en face et ne se cacherait pas derrière un ordinateur. Du coup, avec cette nouvelle information, on se retrouve avec 2 principales théories, celle de Stone Cold et celle de DX, mais vous allez voir que c'est pas les seules. Et d'ailleurs, je vous ai demandé sur YouTube quelles étaient vos principales théories, et j'ai vu certains noms revenir plusieurs fois. Déjà, vous étiez nombreux à croire et à espérer que ce soit The Rock, puisqu'à ce moment-là, on a la sortie de Fast and Furious 5, et donc ça aurait été un bon moyen pour lui de faire sa promo. Et étant donné qu'à ce moment-là, il y avait déjà d'énormes rumeurs de son retour, c'était vraiment une théorie pas déconnante. Certains croyaient aussi en une autre légende de la WWE quelle qu'elle soit, d'autres imaginaient que Sting ferait ses débuts à la WWE, puisque des rumeurs annonçaient son départ de la TNA. Et si certains d'entre vous penchaient aussi vers un membre quelconque de la famille McMahon, la théorie que j'ai vu le plus revenir et qui semble aussi la plus logique, c'est la suivante. Depuis le début, le General Manager anonyme est nul autre que Michael Cole. Et en vrai, si on se met ça en tête, il y a tellement d'indices qui montrent que oui, ça peut vraiment être lui. Par exemple, alors qu'il débat avec Jericho et que ce dernier l'interrompt, il va lire un nouveau mail qui dit de ne jamais l'interrompre, alors que bon, en soi, les mails ils sont pas écrits en temps réel, je veux dire une fois qu'il est envoyé, même si on te coupe dans ta lecture, tu peux toujours finir ce que t'étais en train de faire. Donc c'est quand même assez bizarre. Et en plus, c'était toujours Michael Cole qui lisait les messages. À côté de ça, Michael Cole était très clairement au centre de l'histoire avec son côté insupportable dès qu'il montait sur le pupitre, et donc honnêtement, c'est une théorie qui n'a absolument rien de surprenant. Alors, certes, il y a quand même quelques incohérences, comme le fait que le General Manager de Raw prenne des décisions qui vont à l'encontre des envies du Miz, que Cole adorait à l'époque, donc c'est pas tout à fait logique, mais globalement, pour moi, ça reste la théorie la plus probable.
Sauf que, malheureusement, vous allez voir qu'on peut faire absolument toutes les théories qu'on veut, on peut partir dans toutes les directions et se rappeler de ce qu'on imaginait à l'époque. La réalité est malheureusement beaucoup moins stylée. Alors, déjà, il faut voir que là, je cite tous les moments marquants, donc ça peut sembler très cool, mais à l'époque, ça saoule beaucoup de fans. En soi, le GM anonyme, il apparaît très souvent, et parfois pour prendre des décisions random qui vont juste ralentir le rythme du show. Et encore une fois, avec les mois qui passent, c'est nettement plus le bruit de notification et le speech de Michael Cole qui marquent les fans plutôt que l'identité du GM. Et d'ailleurs, tout ça, ça va pas énerver que les fans, parce que Edge commence lui aussi à craquer à cette époque avec des premiers signes d'énervement lors du Raw du 20 septembre, pendant lequel il dit qu'il en a marre de cet ordinateur, qu'il n'en peut plus d'entendre ce bruit de con à chaque fois qu'un mail arrive, qu'il ne supporte plus Michael Cole et ce general manager anonyme, et que tout ça n'est pas une blague, puisque ça impacte réellement sa carrière. Et justement, Edge, c'est certainement le mec qui va nous offrir le segment le plus marquant du GM anonyme de Raw. Lors de l'épisode du 27 septembre, il invite l'ordinateur dans le ring pour son talk show le Cutting Edge, et il peut alors échanger directement avec lui sans passer par des mails. Parce que oui, pour la première fois, le GM anonyme n'est plus doublé par Michael Cole, mais il a une vraie voix, celle d'un genre de robot, et il dit ce soir des choses très importantes. Déjà, il commence par traiter Edge d'idiot, bon ça c'est classique, mais surtout il dit cette phrase qui pour moi est très importante. Si je garde l'anonymat, c'est pour protéger mon identité, car si les gens savaient réellement qui j'étais, ça changerait absolument tout. Et là, c'est juste fou. Avec cette phrase, le general manager donne encore plus envie aux fans de découvrir qui il est, et ça montre que la WWE a un réel projet, avec pourquoi pas une grande révélation d'ici quelques semaines. En plus, avec Edge et Jericho sur le coup, on peut vraiment penser que cette histoire est sur le point de se résoudre, mais croyez-le ou non, c'est même pas ça le segment le plus marquant de cette soirée. En fait, juste après, Edge est mis dans un match contre John Cena, et après avoir perdu le combat par soumission, la superstar classée X craque complètement, et va s'en prendre au general manager anonyme. Lentement, Edge se dirige vers le pupitre alors que la voix de robot lui dit qu'il a perdu sans controverse et qu'il doit donc s'éloigner de lui pour rentrer au vestiaire, mais ce soir-là, le catcheur va péter un câble et faire chuter le pupitre sous l'ovation des fans. Edge se saisit alors d'une chaise alors que la voix de robot continue à parler et implore Michael Cole de faire quelque chose pour arrêter cette attaque, et l'ordinateur est finalement brisé en deux sur le genou de l'ancien champion du monde, qui s'acharne un bon moment sur le GM anonyme. Alors, évidemment, tout ça ne fait pas disparaître le personnage, puisque c'est juste un objet qui a été détruit, mais cette image, elle est quand même assez forte et elle a marqué énormément de fans. Et en même temps, comme je l'ai dit, arrivé fin 2010, les gens commencent à être frustrés par tout ça, donc ils sont hyper contents de voir enfin quelqu'un faire quelque chose d'original. Sauf que, malheureusement, si ce segment est très cool et qu'il a marqué beaucoup de fans, c'est aussi à partir de là qu'on commence à comprendre que tout ça n'ira absolument nulle part. Dès la semaine suivante, le general manager annonce qu'il ne communiquera plus au travers de sa voix, comme il l'a fait pour le talk show de Edge, mais qu'il va revenir à une communication via email au travers de la voix officielle de la WWE, Michael Cole. Alors certes, cette relation très proche entre Michael Cole et le GM montre encore qu'il s'agit peut-être d'une seule et même personne, mais globalement, à partir de là, l'histoire va largement quitter le premier plan. Après un dernier échange dans lequel Michael Cole semble ravi des décisions du general manager, ce dernier annonce que Edge est envoyé du côté de SmackDown, et donc avec Jericho et Edge hors des écrans de Raw, plus personne n'est là pour enquêter sur l'identité de ce mystérieux personnage. Avec tout ça, les mois passent et on arrive donc au début de l'année 2011 où le general manager anonyme continue à prendre des décisions chaque semaine pour orienter les divers programmes de Raw, notamment l'histoire entre la Nexus et John Cena, sans pour autant mettre en avant son identité. En plus, avec le retour du Rock au mois de février, on peut déjà quasiment retirer un nom de la liste des suspects, et avec l'apparition de Stone Cold lors de l'épisode du 7 mars, l'identité du general manager anonyme est encore plus compliquée à deviner. Sauf que justement, si cette histoire a clairement mis Michael Cole en avant au point qu'il ait un match à WrestleMania, le concept en soi, il passe de plus en plus au second plan. Et donc, alors que des moments majeurs de l'histoire se produisent avec la rivalité entre le Rock et John Cena et le départ à la retraite de Edge, la storyline du general manager anonyme perd en importance, et avec l'introduction de la petite cage de plexiglas de Michael Cole, le pupitre finit par ne plus servir à rien. Bon, avec tout ça, on va passer sur les quelques mois suivants parce qu'il y a vraiment rien de très important qui se produit et on arrive alors à l'été où Michael Cole a quitté son personnage de heel pour redevenir commentateur classique, et avec tout ça, le pupitre revient pour permettre au GM anonyme de s'exprimer pour ses quelques dernières apparitions, puisque lors de l'épisode du 18 juillet 2011, toujours sans que son identité soit révélée, le GM anonyme est libéré de ses fonctions et Triple H prend la place de dirigeant de Raw. Et donc à partir de là, plus rien. Le rôle de General Manager va être occupé par Triple H entre juillet et octobre, ce qui va mener entre autres à ce tournoi pour le titre de la WWE, puis au retour de CM Punk pour construire le main event de SummerSlam 2011. Mais très vite, John Laurinaitis devient lui aussi une figure importante de la direction, et donc après ce fameux épisode de Raw dans lequel les catcheurs font la grève, Triple H est démis de ses fonctions, et c'est Laurinaitis qui prend sa place.
Bon, cette période, peut-être qu'on reviendra dessus un jour en vidéo, mais globalement, j'aime pas du tout. On a John Laurinaitis qui instaure le People Power et qui prend une place largement trop importante aux écrans, à tel point qu'il finit par créer une équipe pour avoir un match entre ses catcheurs et ceux de Teddy Long à WrestleMania. Et quand je vous dis que cette histoire prend beaucoup trop de place, j'exagère absolument pas, parce que en plus de ce match à WrestleMania, au mois de mai, Laurinaitis va même main eventer un pay-per-view contre John Cena. Alors, c'est clair qu'en voyant ça, on se dit que le GM anonyme c'était peut-être pas si mal, mais attendez, parce que c'est toujours pas terminé. Et oui, vu comme ça, maintenant on est en juillet 2012 et ça fait 1 an qu'on n'a pas entendu parler de cet ancien dirigeant de Raw, donc on peut logiquement penser qu'il ne sera plus jamais mentionné. La WWE a voulu raconter cette petite histoire, elle est maintenant finie, et finalement c'est bien mieux de ne jamais savoir qui se cachait derrière tout ça. Sauf que ça, c'était sans compter sur l'épisode du 9 juillet 2012. Alors que le show s'ouvre avec une discussion entre Daniel Bryan, CM Punk et AJ Lee, et que Punk et Bryan commencent à s'embrouiller, on entend soudainement ce bruit. Les fans comprennent très vite ce qui est en train de se passer, alors qu'en soi rien n'avait été annoncé, et la caméra se dirige alors vers Michael Cole, qui annonce tout sourire qu'on a reçu un mail du General Manager anonyme. Il se dirige alors à côté de la table des commentateurs et soulève un drap sous lequel se cache le pupitre qui a été utilisé à l'époque, et donc Cole peut ressortir sa classique pour annoncer qu'il va citer le GM anonyme. Ce soir, le General Manager annonce qu'il est de retour pour diriger le show de manière spéciale, et après avoir pris sa première décision de la soirée, on retrouve Santino Marella dans les vestiaires qui prétend que le mystérieux dirigeant de Raw se trouve dans l'arène, et qui annonce que sa mission du soir est de révéler son identité. Du coup, Santino s'équipe d'une casquette et d'une loupe pour se mettre dans son personnage d'enquêteur, ce qui bon est très goofy, et donc vous imaginez bien qu'avec cette dégaine et cette direction comique, il y a très peu de chances pour que Santino découvre que Stone Cold ou The Rock sont en train de diriger Raw en secret. La soirée va donc se dérouler normalement après ça, avec le General Manager qui annonce qu'on aura un match entre Jerry Lawler et Michael Cole. Oui, à l'époque ça c'est un déroulé normal de Raw malheureusement, et on retrouve au fil du show Santino Marella dans les vestiaires pour suivre son enquête. Il va notamment tomber sur le Great Khali pour avoir l'interaction la plus lunaire de l'histoire, et enfin, alors que Jerry Lawler a battu Michael Cole, le General Manager envoie un nouveau message. Il annonce que puisque Booker T est intervenu dans le combat, la décision est renversée, et donc c'est Michael Cole qui est déclaré vainqueur, ce qui à la fois donne l'impression qu'il pourrait vraiment être associé au GM anonyme, mais ce qui confirme aussi que ça ne peut pas être lui puisqu'il était dans le ring au moment de la réception du mail. Bref, pour tirer toute cette histoire au clair, Santino Marella finit par faire son entrée et il prétend qu'il a cherché dans tous les recoins de la salle pour trouver le GM anonyme, et qu'il est donc arrivé à la conclusion qu'il ne peut être qu'à un seul endroit, sous le ring. Le GM anonyme va répondre directement à ça en disant « Non, je ne suis pas sous le ring, et il y a personne sous le ring qui envoie des mails anonymement pour diriger Raw. » Voilà, vous sentez la connerie venir. Et Santino décide alors d'aller vérifier par lui-même, ce qui lui vaut de se faire attraper et tirer sous le ring. Heureusement, à ce moment-là, Jerry Lawler est à côté, donc il peut l'empêcher de se faire attraper totalement en tirant sur les bras de Santino, mais justement, en essayant de sauver Santino, Jerry Lawler révèle la personne cachée sous le ring avec l'ordinateur qui dirige le show, Hans Sogel. Et non, vous rêvez pas. Mais attendez, vraiment, attendez, parce que c'est loin, mais alors très loin d'être le fin mot de cette histoire. Maintenant dans le ring, avec Swoggle et Santino, Jerry Lawler dit qu'il va mettre une fessée à Hans Swoggle pour le punir. Pour rappel, le frérot c'est un adulte, c'est pas parce qu'il est petit que c'est un gosse, ça je pense que la WWE l'a jamais compris. Et donc, le General Manager anonyme envoie un coup de pied dans le tibia de Lawler avant de mordre les fesses de Santino puis de frapper Michael Cole, pour finalement quitter le ring. Voilà, vous avez compris, c'est drôle parce qu'il lui a mordu les fesses, c'est rigolo, c'est des fesses. Non, vraiment, c'est juste de la merde. Voilà, il faut être honnête, c'est horrible. Et le fait de révéler comme ça l'identité du GM anonyme, ça n'a juste aucun sens. Et pourtant, croyez-le ou non, c'est loin d'être la pire conclusion qu'on aurait pu avoir. Parce que, je vous en ai parlé au début, cette histoire, elle est très compliquée. Et si cette fin est bizarre, la conclusion réelle de cette storyline et les plans prévus à l'époque sont presque encore plus compliqués à expliquer. Du coup, pour commencer, il faut savoir que non, officiellement, Hans Sogel n'est pas reconnu comme étant le vrai General Manager anonyme. Je sais que c'est clairement ce que tout ce segment semble montrer, mais en réalité, la WWE n'est elle-même pas sûre. Parce que, croyez-le ou non, cette apparition, c'est pas la dernière du GM anonyme. Suite au Survivor Series 2014 et au départ de l'autorité, il va faire son retour lors du Raw du 24 novembre pour être une fois de plus cité par Michael Cole et annoncer qu'il va ramener de l'ordre du côté du show rouge. Cet épisode de Raw se termine donc avec un spammage absolument insupportable du bruit de notification, et le Raw du 1er décembre 2014 est officiellement dirigé par cette mystérieuse personne, pour la première fois depuis 2 ans. Et franchement, tout ça, j'en ai absolument aucun souvenir. Et c'est fou parce que je suis sûr que je suivais encore le catch à cette époque, j'avais pas arrêté et je m'étais pas mis à regarder des highlights. Mais je sais pas, ce retour du GM anonyme, ça m'a pas du tout marqué. Mais le pire, c'est que bon, on peut se dire, ok, il refait son retour, tout le monde sait que c'est Hans Sogel et justement, ils vont jouer là-dessus. Mais non, même pas.
Parce que déjà, il fait un caméo, hein, il apparaît juste au début de la soirée, mais il revient plus après que Cena ait fermé le PC. Et en plus, sur le site de la WWE, on continue de nous dire qu'il est anonyme et que rien ne confirme qu'il s'agit vraiment d'Hornswoggle. Et donc, enfin, ça y est. Cet épisode de Raw marque la toute dernière apparition du General Manager anonyme à la WWE, et on va donc pouvoir parler de ce qui aurait réellement dû sortir de cette histoire à la base. Parce que oui, je vous le confirme, le plan initial c'était bel et bien de révéler que Hornswoggle se cachait derrière l'ordinateur. Enfin, quand je dis le plan de base, c'était évidemment pas ce qui était prévu depuis la toute première apparition, hein, parce que je pense que ça vous surprendra pas si je vous dis que même la WWE n'avait aucune idée à la base de qui est-ce qu'ils allaient choisir. Ils ont simplement introduit un personnage anonyme qui pouvait ou non être révélé un jour, et qui permettait juste de raconter une histoire en faisant évoluer le programme. Sauf que c'est pas tout, parce qu'au moment où ils finissent par décider de révéler qu'il s'agit de Hornswoggle, ils le prennent pas par hasard. En fait, l'idée c'était de faire une référence à une vieille histoire de 2007 dans laquelle Vince McMahon avait un enfant illégitime qui de base devait être Mr. Kennedy, mais suite à la suspension de ce dernier, les plans vont changer et vont pousser les officiels à choisir Hornswoggle comme principal protagoniste. Bon, déjà cette histoire elle était vraiment pas incroyable, hein, mais alors le fait de vouloir sortir une référence un petit peu cachée 5 ans plus tard, c'est vraiment perché. Hein. Et pourtant, croyez-le ou non, c'est encore une fois pas le pire. Parce que le projet, c'était pas ce qu'on a vu sur nos écrans avec Swoggle qui attaque Santino, Lawler et Michael Cole, hein, pas du tout. Le projet, c'était d'avoir une nouvelle incarnation de Hornswoggle qui aurait effectivement été le General Manager anonyme de Raw depuis le début, mais surtout qui aurait été un boss de mafia du New Jersey. Et je vous jure que la fin de cette vidéo ne contient aucune invention ou troll de ma part. Vous pouvez vraiment trouver sur YouTube des interviews de Swoggle qui parlent de cette période et de ce plan qui est une véritable catastrophe. Franchement, je sais pas ce que les officiels avaient à l'époque, mais ils avaient juste pété un plomb. Genre, du jour au lendemain, alors qu'il a jamais parlé et qu'il a toujours incarné un genre d'Irlandais pote de Finlay, Hornswoggle allait d'un coup devenir un boss de mafia avec un accent du New Jersey qui dirige Raw derrière son PC et qui a un espèce de complexe d'infériorité qui le pousse à devenir un tyran. Parce que oui, le personnage que je vous décris là, il est pas censé être comique, hein. On allait vraiment avoir un heel turn de Hornswoggle, c'est-à-dire qu'il allait devenir méchant. Et le pire, c'est que la seule et unique raison pour laquelle tout ça n'a pas eu lieu, c'est pas que c'est de la merde et que personne veut voir ça, c'est juste que Hornswoggle ne savait pas suffisamment bien faire l'accent du New Jersey. Non mais faut s'imaginer la balle qu'on a esquivée à l'époque, parce que je sais pas ce qui est pire entre ce qu'on a eu et ce que je viens de vous décrire, mais franchement, Hornswoggle boss de mafia, je pense que ça aurait vraiment fait mal à voir. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, finalement le jour même du show, les officiels lui demandent d'aller sur le ring pour faire sa promo en tant que Nick du New Jersey, hein, parce que ça devait être ça son nom. Et vu qu'il est incapable de faire un accent crédible, que la promo est nulle et que globalement tout le monde se moque de lui, la WWE annule le projet, et à la place, ils font ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et donc voilà, avec tout ça, on a l'histoire officielle, entre guillemets, du General Manager anonyme, on a l'idée de base qui allait pas bien loin, puisque la WWE savait elle-même pas trop où elle allait, le plan qu'ils avaient finalement prévu avec Hornswoggle en boss de mafia qui est horrible et qui n'a jamais eu lieu, et la réalité qu'on a vue sur nos écrans. Mais c'est pas tout, parce que en faisant des recherches sur cette époque et sur ce personnage du General Manager anonyme, je suis tombé sur une histoire juste dingue. Il se trouve qu'en mai 2011, au moment où la WWE réfléchit à cette histoire, il demande à un certain Justin Leapers, qui était auteur des modes Road to WrestleMania sur les jeux SmackDown vs Raw, d'écrire une idée de scénario pour ce fameux General Manager anonyme. Et si vous allez voir que cette histoire aussi est assez folle et que ça me paraît de toute façon assez compliqué d'arriver à une fin logique en partant d'un PC qui envoie des mails pour diriger Raw, au moins dans ce scénario, il y a une tentative de faire évoluer un catcheur. Et donc, il est temps de conclure cette vidéo avec un genre de what if, puisqu'on va se plonger ensemble dans ce qu'aurait pu être l'histoire du General Manager anonyme de Raw, selon un des auteurs des jeux SmackDown vs Raw. Tout commence avec la première semaine de notre histoire. Les commentateurs de Raw mentionnent les statistiques impressionnantes des catcheurs de la WWE sur les divers réseaux sociaux, et notamment sur Twitter et YouTube, et ils précisent que Zack Ryder est particulièrement populaire sur ces plateformes. Ce petit segment semble alors très anodin, et pourtant vous allez voir qu'il va avoir une très grande importance. La semaine suivante, alors que John Cena demande un match revanche pour le titre contre le champion de la WWE, il est interrompu par le General Manager anonyme, qui annonce que les fans en ont marre de le voir au sommet en permanence, et qu'il va donc devoir repartir du bas de l'échelle s'il veut reprendre sa ceinture. Justement, pour faire repartir le visage de la WWE de zéro, le GM anonyme lui donne un premier combat contre un catcheur du bas de la carte qui semble facile à battre, Zack Ryder. Seulement voilà, alors que John Cena domine son adversaire et qu'il a une victoire quasiment garantie contre un catcheur absolument pas établi, la musique de Ryder se déclenche et perturbe John Cena, ce qui permet à son adversaire de le surprendre avec un roll-up pour remporter le match et marquer un grand moment dans sa carrière. On se retrouve alors la semaine suivante avec Zack Ryder qui vient à bout de Kofi Kingston pour continuer à progresser et qui reçoit alors de nombreuses éloges de la part des commentateurs qui semblent déjà annoncer un avenir radieux pour le jeune catcheur.
D'un autre côté, John Cena, lui, est placé dans un match par équipe contre la Nexus, aux côtés d'un catcheur blessé ou déjà affaibli par le clan de Wade Barrett, et même s'il réussit comme toujours à créer l'exploit pour repartir avec la victoire, le champ n'est toujours pas satisfait. Mais c'est évidemment loin d'être terminé pour lui. La semaine suivante, alors qu'il s'apprête à avoir un match contre un grand catcheur du roster, le GM anonyme l'interrompt à nouveau et annonce que ce combat sera sans disqualification. Les commentateurs et les fans remarquent alors clairement que le GM anonyme essaye de rendre la vie dure à John Cena, qui arrive tout de même à battre son adversaire mais qui semble hors de lui, et qui s'approche de l'ordinateur après le combat pour essayer de découvrir l'identité de ce mystérieux personnage. Le même soir, de son côté, Zack Ryder se retrouve contre Evan Bourne, et alors qu'il est sur le point de perdre le combat après avoir subi un impressionnant shooting star press, une petite explosion a lieu au-dessus du ring et perturbe tout le monde, ce qui permet à Ryder de surprendre son adversaire avec un roll-up pour remporter le combat. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde commence à remarquer que ces dernières semaines, de nombreux soucis techniques ont largement aidé Ryder à gagner ses matchs, mais tout semble être simplement une grande coïncidence, et donc le show peut continuer normalement. Seulement, tout le monde n'est pas dupe. La semaine suivante, John Cena fait son entrée et il s'adresse au General Manager pour exiger un match de championnat et demander des explications. Cena semble alors hors de lui et on imagine que le General Manager anonyme va révéler son identité, mais il arrive à apaiser les tensions en acceptant la requête du champ, à condition qu'il arrive à passer un dernier obstacle, un gauntlet match. Bien sûr, John Cena réussit encore à surpasser ses adversaires grâce au soutien des fans, et tout indique donc que le champ va récupérer sa ceinture malgré les obstacles placés sur sa route par le General Manager anonyme. De son côté, Zack Ryder, lui, a l'occasion de faire débuter son show, le True Long Island Story, à Raw, alors qu'il est déjà très populaire sur YouTube, mais ce soir-là, il se confronte à R-Truth en plein milieu de son émission, et finit par se faire coucher par celui-ci dans les vestiaires. À ce moment-là, Ryder est en train de se remettre de son attaque tant bien que mal, et alors que le show continue, on peut entendre pour la première fois la voix d'un caméraman qui semble jeune et qui est très clairement un associé de Zack Ryder, qui lui demande s'il doit couper l'enregistrement. On se retrouve alors finalement au pay-per-view suivant, qui selon le timing de l'histoire devrait être Money in the Bank j'imagine, et alors que John Cena est en plein match contre le champion de la WWE, le General Manager anonyme interrompt encore une fois l'affrontement et envoie un mail pour dire que ce combat manque de quelque chose. En l'occurrence, pour lui, ce match manque de quelque chose de piquant, en référence aux cheveux de Zack Ryder, et il annonce donc logiquement que le match devient un triple menace, avec Ryder qui fait son entrée pour participer à son tout premier match pour un titre mondial. Bon, malheureusement, ce soir ne sera pas le soir de la consécration pour Ryder, puisqu'après avoir envoyé Cena hors du ring pour s'en débarrasser, il est surpris par le champion qui lui place son finisher et lui rive les épaules pour conserver son titre. Alors là, vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'on va révéler l'identité du General Manager anonyme, eh bien on y arrive, puisqu'alors que le champion célèbre sa victoire, on retrouve John Cena dans les vestiaires, qui est hors de lui et qui semble chercher quelque chose, mais très vite, Zack Ryder quitte le ring et le rejoint pour tenter de l'empêcher de rentrer dans une pièce. Évidemment, Cena insiste et il finit par pousser Zack Ryder pour réussir à ouvrir la porte et rentrer dans cette fameuse pièce, dans laquelle il découvre l'impensable. 3 jeunes geeks avec des genres de cosplay de Zack Ryder sur des PC qui semblent déçus que leur plan ait échoué. Évidemment, John Cena est hors de lui parce qu'il comprend ce qui est en train de se passer et donc il va détruire Zack Ryder pour se venger en utilisant les divers objets présents dans la pièce, et alors que 2 des associés de Ryder réussissent à fuir, un d'entre eux est coincé sur sa chaise et se pisse dessus. Oui, me regardez pas comme ça, j'y peux rien, hein, c'est pas moi qui écris l'histoire. Bon, malheureusement, avec tout ça et ce côté un peu con, on arrive quasiment déjà à la fin de cet embryon de scénario, puisqu'il ne reste plus qu'une semaine dans notre histoire, et donc, au lendemain du pay-per-view, John Cena révèle qu'il connaît l'identité du GM anonyme. Il s'agit en fait de 3 geeks amis de Zack Ryder, qui ont hacké la WWE pour contrôler Raw, et donner une chance à leur mentor. Justement, à ce moment-là, Ryder débarque et reconnaît que Cena a bel et bien dévoilé la vérité au monde entier, et le champ le défie donc à un match que Ryder accepte et qui aura lieu dans le main event. Malheureusement, malgré un match compétitif dans lequel Ryder montre de belles choses, c'est bel et bien John Cena qui repart avec la victoire, mais pour tout de même donner à tout ça une conclusion intéressante, le champ tend la main à son adversaire et lui dit qu'il a montré de belles choses dans le ring, et qu'il est très talentueux. Finalement, au lieu d'accepter cette marque de respect, Ryder va préférer attaquer son adversaire du soir avant de se saisir d'un micro, et c'est donc Zack Ryder, un catcheur de milieu de carte à l'époque, qui va pouvoir conclure cet épisode de Raw en disant cette phrase. Alors comme ça, tu penses que j'ai du talent et que je suis bon dans le ring. Woo, woo, woo. You know it. Et donc voilà, c'est comme ça que se conclut ce scénario rédigé par Justin Leeper, et franchement, même si l'histoire est parfois bizarre, qu'elle semble très courte et qu'on sent vraiment la patte SmackDown vs Raw, je la trouve pas si déconnante que ça. Non, vraiment, elle permet à Ryder de s'établir comme un catcheur un peu plus crédible, elle utilise l'aspect réseaux sociaux à une époque où c'est en pleine expansion, et comparé à ce qu'on a eu dans la vraie vie ou ce que la WWE avait imaginé, je trouve vraiment ça pas mal. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous pensez de ce scénario, parce que quand je vous ai demandé votre avis sur cette histoire, j'ai eu des réponses très partagées.
Certains détestaient le concept évidemment, mais d'autres le trouvaient vraiment cool et ont juste été déçus de la tournure qu'il a pris. Donc je me demande si cette storyline là, avec Zack Ryder et compagnie, est-ce que ça vous aurait plu ou au contraire pas du tout. Alors encore une fois, moi quand j'ai lu tout ça, j'avais clairement l'impression d'être dans un Road to WrestleMania, ce qui est pas étonnant hein, vu que c'est un des auteurs du mode qui a rédigé l'histoire. Mais en vrai, comme on a vu des trucs assez sympas sortir des jeux de l'époque, bah je me dis que ça aurait pas été si déconnant. Ceci dit, le General Manager anonyme, ça reste quand même une histoire très surprenante à la WWE, une histoire qui a beaucoup fait parler à l'époque, puisqu'on retrouve des vidéos qui datent de 2011 dans lesquelles des fans essayent de deviner l'identité de ce GM mystérieux, et qu'on ait aimé ou pas tout ça, on est quand même obligé de reconnaître que c'est une époque dont on est très nombreux à se souvenir. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les parties de cette histoire, hein, que ce soit la réalité ou le fameux scénario SmackDown vs Raw. Et moi je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo et à venir me soutenir en vous rendant sur les divers liens en description, que ce soit Twitch et la chaîne secondaire ou le classique lien affilié au lit pour avoir des réductions sur vos commandes. Sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.